Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Innocent Azé, good evening. Bonsoir, Flavie Valondongo. Good evening to you, televiewers, and welcome to join us in this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In this edition of the newscast, we shall be telling you how it is not only the socio-political and economic sectors that have been hit severely by the socio-political, that is the Anglophone crisis. The health sector has equally been greatly affected, despite the fact that it is most important in keeping the population vital. We shall equally be telling you how Minister Paul Atanganji has urged other mayors in Buea or in the southwest region of the Cameroon to follow the example of Mayor Patrick Kema of the Buea Council to fight against cessation. We shall be telling you more in this newscast. Présidentielle 2018 au Cameroun. Présidentielle 2018 au Cameroun, ça bouge au sein des formations politiques de l'opposition. Naturellement, le MRC, le SIF sont décidés à contrecarrer toutes les actions, les actions de fraude qui pourraient donc survenir le 7 octobre prochain lors du scrutin. Ils s'engagent notamment à mettre un terme à tout cela et briguer le poste de la présidentielle au Cameroun. Voilà pour le sommet de votre journal, madame et messieurs. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons cette édition par ces litiges fonciers qui opposent les fidèles de l'église presbytérienne donc à un tiers à Edea. C'est dans le département de la Sanaga maritime. Nous sommes là dans la région du littoral. Pour l'église, le terrain qui est querellé leur a été donc offert par l'ancien président. Toute chose qui est donc contraire à l'avis de l'autre camp. Des précisions avec Rodi Gassi et Gladys Sidier. Les fidèles de l'église presbytérienne chrétienne d'Edea Centre, en colère, sont déterminés à tout casser. La tension est montée d'un cran lorsqu'ils ont vu s'élever une clôture sur un terrain dont ils disent être les propriétaires. L'espace querellé, disent-ils, leur avait été gracieusement offert par le préfet de l'époque, il y a 5 ans. Seulement leur voisin, le sieur Nen, a pris les devants en y entreprenant des travaux de construction. Notre paroisse est née d'une session. Nous étions d'abord le consistoire Sanaga et quelques pasteurs ont demandé à créer un autre consistoire. Et les fidèles n'ont pas voulu la création d'un nouveau consistoire. Ils se sont détachés alors de ces paroisses pour former leur propre paroisse. Et le préfet nous a accordé ce terrain. Le pasteur de l'église a eu du mal à calmer les esprits surchauffés. Les fidèles ont à leur tour encerclé la clôture construite par leurs voisins. C'est le préfet qui était ici qui nous a donné ce terrain. Nous avons tous les papiers. Il ne nous reste que le titre foncier. Bon, nous avons borné notre terrain. Notre voisin, c'est M. Ndine. Quand il nous a fabriqué les parpaings, il a dit que nous, certainement, nous voulons commencer la construction. Il a pris le devant, il a commencé de nuit. Il travaillait la nuit. Il a mis la clôture et a commencé à construire dedans. Une descente des autorités administratives est prévue au courant de la semaine prochaine afin de régler définitivement ce litige foncier. Le premier adjoint sous-préfet de Douala II vient d'engager une guerre contre le désert de Huron dans son arrondissement. Le chef de terre, tel qu'on l'appelle de ce côté, est descendu sur le terrain pour non seulement sensibiliser, mais également sanctionner les usagers récalcitrants. Innocent Abega et Carole Zoupet. C'est une opération coup de poing que vient de mener le premier adjoint au sous-préfet de Douala II, accompagné des syndicalistes nationaux, des travailleurs, des transporteurs du Cameroun et des forces de maintien de l'ordre dans la lutte contre le désordre urbain et l'incivisme fiscal.
Cette opération exécutée sur les différentes artères du 2e arrondissement de la cité capitale économique a permis de mettre la main sur plusieurs automobilistes véreux qui peinent à être en règle et font tout de même de la résistance. Nous sommes descendus pour traquer tous les automobilistes dans le cadre de la lutte contre l'incivisme fiscal et le désordre urbain. Bon, l'opération ne peut pas se dérouler sans heurts. Vous voyez bien ce cas de résistance actuel où la dame, justement, n'a pas de visite technique. Sa visite technique est périmée depuis plus de 6 mois. On veut amener le véhicule en fourrière, mais elle passe le clair de son temps à appeler à gauche et à droite et à crier sur tous les toits que je suis en train de la menacer. Voilà autant de difficultés que nous avons sur le terrain. C'était donc tolérance zéro durant toute cette première journée de contrôle de pièces de véhicules. Ceci dit, un bon nombre de conducteurs, ne s'étant pas acquittés de leurs obligations fiscales, ont vu leur véhicule être mis en fourrière. Il y a toutes les pièces là-dedans. S'il n'y a pas toutes les pièces, je me verrai dans la triste obligation de conduire le véhicule en fourrière jusqu'à ce que la situation soit régularisée. Ça. Pourtant, de bons résultats auraient pu être obtenus en matière de civisme dans cette localité si et seulement si la campagne de sensibilisation faite quelques semaines plus tôt n'était pas tombée dans des oreilles des sourds. Nous sommes descendus régulièrement sur le terrain. Malheureusement, vous savez que les gens ont une huile trop dure ici à Douala. C'est assez compliqué. Néanmoins, nous passons maintenant à la phase répressive. Ça passe ici ou ça casse. Les pouvoirs publics gagneraient à redoubler d'ardeur pour mettre fin à ce vieux fléau qui participe à assécher les caisses de l'État. Parlons de la présidentielle 2018. On l'a dit en titre, ça bouge donc au sein des formations politiques du Cameroun. À Lom, dans le département du Mungo, par exemple, région du littoral, le MRC multiplie des réunions afin de peaufiner des stratégies à mettre en œuvre pour un vote massif des électeurs et surtout sans fraude. Le 7 octobre prochain, les responsables du MRC à Lom mettent d'ailleurs en garde et l'ECAM contre une odeur de fraude qui se dégagerait donc avec la création des bureaux de vote au Palais de l'Unité et ainsi que dans les casernes militaires. Le président régional du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, à Lom, je propose de l'écouter. Il allait rencontrer les militants de cette partie du pays. Nous sommes à pied d'œuvre dans le Mungo. Le MRC a beaucoup de sympathisants sur le terrain, mais ce vote risque d'être détourné au vu des risques de fraude que nous recensons ici et là. Dans le Mungo, comme à Yaoundé, comme partout au Cameroun, n'est-ce pas, nous recensons des bureaux de vote fictifs où le nombre d'électeurs est anormalement élevé par rapport aux populations qui sont supposées être dans ces villages-là. Nous interpellons l'ECAM pour que cette situation ne se produise pas. Parlons du Social Democratic Front, c'est le même phénomène, en tout cas depuis quelques jours seulement. Et aujourd'hui même, il y a une rencontre. Le phénomène reste le même, donc peaufiner des stratégies pour contrecarrer toutes les actions de fraude qui pourraient donc subvenir. Une rencontre regroupant les responsables régionaux de cette formation politique vient donc de s'achever dans l'arrondissement de Douala 3e. Au sujet des volontaires, qu'entend d'ailleurs recruter le Social Democratic Front, je propose de suivre une attitude de Jean-Michel Nitieux. Il est l'honorable à l'Assemblée nationale et président régional du Social Democratic Front pour le littoral. Une élection présidentielle, c'est une élection, n'est-ce pas, où on doit c'est large. Ce n'est pas comme une affaire de militants. C'est une affaire, n'est-ce pas, de militants, de sympathisants, n'est-ce pas, des populations dans leur ensemble. C'est pourquoi nous faisons appel aux volontaires. C'est extrêmement important et l'opération se déroule très bien. Nous avons beaucoup de Camerounais, surtout des jeunes qui se sont manifestés spontanément pour faire partie n'est-ce pas, de ce corps de volontaires. Bien entendu, nous sommes implantés partout, sur toute l'étendue du territoire, mais de manière inégale. Nous n'avons pas si vous voulez, la même force. Par exemple, dans la région du sud que dans la région du littoral. C'est pour cette raison que
que nous avons besoin de recruter des volontaires. Le SDF a toujours subi des actions de fraude dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Je propose l'extrait de Carlos Ngualem, qui est donc maire adjoint à la mairie de Douala 5e. Il revient ici sur des sanctions qui n'ont jamais été prises en fonction vis-à-vis donc de ceux qui commettent justement des fraudes dans cet arrondissement. Il estime que cette fois, c'est terminé et il n'y aura plus de cas parce que des stratégies sont prises. Je propose de l'écouter. Nous avons de réelles raisons de nous soucier de la neutralité, de l'indépendance de l'ECAM et même de la justice de manière générale. Parce qu'il faut savoir que Douala 5 est la commune qui a longtemps été victime de la fraude électorale. Et plusieurs fois, nous avons fait des recours en justice, mais les juges ont toujours fait preuve de mansuétude à l'égard des fraudeurs. La preuve est qu'aucun fraudeur jusqu'ici n'a été condamné. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne pouvons pas continuer de rester les bras croisés. Nous allons nous battre pour que le résultat sorti des urnes soit le résultat exprimé par la population. Parlons de toute autre chose à présent, notamment de la Commission nationale des droits de l'homme qui s'inquiète donc du climat sociopolitique actuel dans les régions anglophones et qui pourrait donc compromettre le bon déroulement du scrutin du 7 octobre prochain. L'institution vient de former divers acteurs du processus électoral pour notamment avoir un scrutin fiable. Emmanuel Job et Marcelin Gansop. Des bureaux de vote ouverts dans les casernes militaires, les chefferies traditionnelles, commissariats de police et autres brigades de gendarmerie. Voilà qui prépare le terrain à un vent de contestation. Surtout que les appels incessants de l'opposition sont restés lettres mortes jusqu'ici. Lorsqu'on ajoute à cela le contexte socio-politique actuel, marqué par l'escalade de la violence dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'on comprend que l'organisation de la présidentielle du 7 octobre ne sera pas une partie de plaisir. Et c'est tout logiquement que la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés s'inquiète de ce climat délétère. Il va sans dire que le climat d'insécurité qui prévaut actuellement dans certaines parties du pays est un véritable défi lancé à notre jeune démocratie. C'est d'autant plus vrai que ce foyer de violence pourrait faire l'objet d'une exploitation politique pour tenter de compromettre le processus électoral et remettre en question la légitimité du nouvel élu. Conscient des enjeux de l'élection présidentielle attendue, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés a cru devoir réunir autour d'une même table des parlementaires, responsables des partis politiques, acteurs de la société civile et diverses administrations. Au cœur des échanges, la pacification de la compétition électorale, l'implication des femmes et des groupes marginaux dans la gouvernance électorale, et puis la gestion des crises post-électorales. Autant de problématiques abordées sans tabou. Nous avons aujourd'hui un défi commun à relever, celui d'organiser les élections justes, transparentes et apaisées avec les ressources, les expériences et les compétences dont nous disposons. Ce défi nous permettra sans nul doute de susciter l'espoir, d'ouvrir de nouveaux horizons plus prospères, plus prometteurs pour ce pays où de nombreuses personnes vulnérables se sentent lésées pour compte et qui attendent que des actions soient prises pour améliorer leur quotidien. Pour l'heure, les regards sont tournés vers Elecam pour la publication de la liste des heureux élus. Il n'est pas exclu que cet exercice ouvre la voie au premier contentieux. Parlons sport à présent avec la CAN Cameroun 2019 pour dire que 2 techniciens néerlandais sont donc à la tête de l'équipe nationale de football. Clarence Seedorf et bien entendu Patrick Kluivert sont ceux qui doivent en principe conduire l'équipe du Cameroun à la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Si jamais les choses sont bonnes, Pierre Ismaël Bidongpat a d'ailleurs profité de la conférence de presse pour faire le démenti sur la rumeur qui annonce le retrait de l'organisation de la CAN au Cameroun. Aïe Cyril, pour plus de précisions. La piste Sven-Goran Eriksson, à peine fermée, celle de Clarence Seedorf et Patrick Kluivert se confirme. Les 2 techniciens hollandais seront nommés
à la tête des Lions indomptables du Cameroun. La commission ad hoc mise en place par le comité de normalisation de la FECAFOOT est constituée d'entraîneurs chevronnés et expérimentés, a fait des propositions qui ont été reçues par la tutelle et transmises à la hiérarchie. Les très hautes prescriptions reçues permettent de concrétiser le recrutement de M. Clarence Seedorf au poste d'entraîneur sélectionneur national et de M. Patrick Kluivert au poste d'entraîneur adjoint des Lions indomptables. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui annonce le recrutement de Seedorf et Kluivert, ne dit rien en revanche sur la durée du contrat et les objectifs fixés au nouvel encadrement technique. Bidounkpat s'appesantit davantage sur la nouvelle rumeur qui annonce le retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Je voudrais, tout en condamnant cette campagne malsaine de fake news, dire qu'il s'agit de manœuvres dolosives qui visent à jeter du discrédit sur notre pays en créant en même temps une psychose auprès des populations sur une incapacité supposée de leur pays à relever le défi de l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Face à la presse à Yaoundé, le ministre des Sports et de l'Éducation physique relève également que c'est de l'intérieur que le sabotage de la CAN 2019 est orchestré. Alors que le Cameroun bénéficie du soutien externe, non pas par complaisance, mais du fait de son engagement réel sur le terrain des préparatifs, il est étonnant de constater que c'est de l'intérieur, avec des relais insoupçonnés à l'extérieur, que proviennent le dénigrement et les rapports les plus alarmistes qui ont pour objectif de briser l'élan, de semer le doute et la confusion dans les esprits. 11 mois nous séparent désormais de la CAN 2019. La préparation, selon le ministre des Sports et de l'Éducation physique, doit s'intensifier en dehors et sur le terrain. Surtout que le banc technique des Lions indomptables connaît désormais ses futurs locataires. Et c'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition, en tout cas la version française. La version anglaise est avec vous, Innocent Azer. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, Flavie Valondongo. Once more, good evening to you, televiewers, and thanks for joining us in the second segment of the newscast. We told you in our lead story that it is not only the socio-political and economic sectors that have been so far crushed severely by the Anglophone crisis, which started since 2016 and yet to be resolved. The health sector as well has been heavily affected. Dr. Njebone Victor, Southwest Regional Delegate for Health, has equally mentioned that it is due to frequent kidnapping of health personnel and equally seizure of drugs. We have details with Derry Jato. One of the sectors heavily hit by the Anglophone crisis in the Southwest region is the health sector. Unfortunately, we've had health workers kidnapped. We've had medication seized out of Boya, and it's regrettable because we should imagine that the health sector should play the role of making sure that we have peace. Dr. Njembome Victor, the Southwest Regional Delegate of Public Health, stressed that his delegation is braving all odds to deliver quality health care to all in the region. But we are working, we've had a series of meetings trying to brainstorm on how to get across to make sure that we can continue working in those districts which are very difficult. We have districts like Fontaine where we are having enormous challenges with getting across. Even at this ceremony, organized here at the Southwest Regional Delegation of Public Health, where some health centers selected around Boya subdivision were being accredited for their outstanding quality healthcare delivery and activity under the performance-based financing program, the Southwest Regional Delegate of Public Health also revealed that other qualified health institutions around the region could not make it to Boya
because of the life-threatening nature of the Anglophone crisis. We have not stopped considering the other districts. Now, if you listen to what we have facilities in Kumba, health district which merit accreditation, but they couldn't be here today because of the difficulties. So the work goes on. We continue to encourage work to continue in the health sector. A pharmacy was also accredited these last 2 quarters. The performance-based financing is a competitive program to formally recognize and recommend the best health centers in terms of healthcare delivery in the Southwest region. And the Minister of Territorial Administration, Paul Atanga-Nji, has received all the 7 chiefs recently released by their kidnappers. Recently, Minister Paul Atanga-Nji has promised hell and tough times to the pro-independence fighters whom he believes are those who masterminded the act, torturing many of the chiefs and equally killing one. We have details with Informe Armstrong Sanda. He is not a thief but a traditional ruler in Buea subdivision, Fako division of the Southwest region. The wounds on his body were inflicted by those Minister Paul Atanga-Nji called terrorists who abducted him alongside 7 others. What the terrorists have done, kidnapping you, torturing you, I want to tell you that they will pay for those crimes. And all their generations will pay for the crimes, because you are instituted authorities put in place by God Almighty. No one has the right to come and touch your physical integrity. The 7 released Buea chiefs, after spending over 2 weeks in captivity, came to Yaoundé to meet with the Minister of Territorial Administration, Paul Atanga-Nji, and the Prime Minister, Philemon Yang, to narrate their ordeal. On behalf of the head of state, President Paul Biya, Minister Paul Atanga-Nji comforted them, saluted their courage and promised to deal with their kidnappers. Tell the young people who are in the bushes to come out. If they don't come out, we'll go and take them out of the bushes and they'll end their lives in jail. According to Paul Atanga-Nji, Cameroonians have rejected secession and the only future for secessionists is in a united Cameroon under the leadership of President Paul Biya. It's time for them to leave the bushes and to come back inside the republic. Cameroon is one and indivisible. We don't negotiate national unity. It is not a subject for any discussion. President Paul Biya has given the 2 English regions their own part of the national cake. He has given us even more than what we expect. President Paul Biya went far beyond what the lawyers and the teachers were asking for. He gave them what they did not expect. To the traditional rulers released by those he referred to as terrorists, Minister Paul Atanga-Nji said the so-called terrorists have been weakened. He also urged Cameroonians to be courageous, showcase patriotism like Mayor Ekema Patrick of Buea, whom he referred to as a model. The 7 Buea chiefs were released at the start of this week, without one of them who died in captivity. And as you've heard from our reporter Informe Armstrong Sanda, the Minister of Territorial Administration, Paul Atanga-Nji, has called on other mayors in the Southwest region to emulate Patrick Ekema of the Buea Council to be brave and equally work towards solving the Anglophone crisis and equally putting an end to secession in that part of the country. Let's now get more details with Mr. Paul Atanga-Nji in this excerpt. I want to give special thanks to the mayor of Buea, who is here in front of all of us. He is a patriotic Cameroonian. He is a model. He's an example. And in these challenging moments, we need courageous people like the mayor of Buea. Otherwise, the terrorists will think that they are gaining grounds. They are not gaining grounds. The terrorists are in an adventure which will not last for long. There is no future for them.
The only future you have is the future inside the Republic of Cameroon under the leadership of President Paul Biya, who knows this country better than any of us. President Paul Biya has made enormous sacrifice for the past 2 years. He listened to the lawyers, he listened to the teachers, he listened to all the associations. He sent the Prime Minister, head of government, to go down and dialogue and discuss with Cameroonians. And when the Prime Minister, head of government, brought back the results, the President of the Republic took important decisions to solve most of the issues raised by the teachers and by the lawyers. Nothing, I say nothing, can justify the acts of terrorism which are ongoing in certain parts of our country. And I want to tell you, Your Royal Highnesses, you are listening there to Minister Paul Atanga-Nji. We now talk something else. Health to say scandals continue to hit public hospitals in Cameroon, and recently hit is the Yaoundé General Hospital. Shocking pictures of nursing mothers and their newborn babies went viral on social media. In a couple of days now, the pictures have triggered nationwide and international criticisms. Sources from the maternity ward of the Yaoundé Central and Mother and Child Hospitals testified that they were retained by medical officials over unpaid medical bills after delivery. A majority of the victims had their babies through an operation. A director at the Central Hospital has debunked the claims, stating that the viral pictures are fake. He said the hospital has as duty the proper treatment of patients, especially expectant mothers. The director did not rule out the possibility that those with unpaid bills are in the hospital. He, however, stressed that the proper management of patients is a necessity. It was during a press conference in Yaoundé recently. And let's now have an excerpt of the director, that's the director of the Yaoundé General Hospital, Joseph Pierre Fouda. When I've seen the picture, I've noticed that these women are on the ground. They are breastfeeding their children without any anguish. And the beds are well dressed. They are two beds well dressed. The door is open. So how can 10 women with babies live in a small room like that? Who has dressed this bed? That means that there was at the beginning 2 women only in this room. So I don't understand why this information has been given. Now, we have many problems since we are taking care of vital emergency. We have to take care of them without any conditions, and particularly at the maternity of the central hospital. Because for us, no woman can suffer again or die during giving life. It's not acceptable. It's the reason why we took some decision. First of all, a team living in the hospital 24 hours to take care of these women. You have drugs given, blood, without any condition, financial condition. But the problem you have is that recovering is very difficult because these drugs, blood, enzymes, it costs. If you don't recover what the hospital has experienced, how can we treat all your patients? How can we serve all your patients?
And of course, that does it for this edition of the 8 p.m. Balingua newscast on Equinox Television. Thanks for watching. Do have a splendid night. Flavienne, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Demain 7h, c'est l'heure de la première session d'information bilingue sur Equinox Télévision. Bonne soirée à tous.